Des échanges et des sourires bien lointains. À la place de la poignée de main, c'est plutôt le bras de fer entre Elon Musk et Emmanuel Macron. Le président de la République s'en prend au patron de X. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons. Une allusion qui n'a pas échappé au milliardaire. Réplique sur son réseau social, épinglée en haut de sa page. Dans cette publication, Elon Musk réoriente le débat autour du Premier ministre britannique qu'il attaque depuis des jours. Hier soir, il a encore accusé Keir Starmer d'être diabolique ou encore méprisable. Réaction à ces propos du chef du gouvernement outre-Manche. Ceux qui diffusent des mensonges et des informations erronées aussi loin et aussi largement que possible ne s'intéressent pas aux victimes. Ils s'intéressent à eux-mêmes. Elon Musk défend et promeut l'extrême droite à travers toute l'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement sont vent debout, comme le Premier ministre norvégien. Je trouve préoccupant qu'un homme avec un accès considérable aux réseaux sociaux et d'importantes ressources économiques s'implique de manière si directe dans les affaires internes d'autres pays. En Allemagne, ses interventions en faveur de l'AfD pour les prochaines élections ne passent pas non plus. Le chancelier évoque Elon Musk dans ses vœux le soir du réveillon. C'est vous qui décidez, les citoyens. Cela n'appartient pas aux propriétaires des médias sociaux. Ça ne gâche pas la fête du milliardaire, invité ce soir-là chez Donald Trump. Les deux hommes sont très proches. Apparition lors de meetings. Elon Musk va même être chargé du département de l'efficacité gouvernementale. Autrement dit, il va couper dans le budget de l'État. Elon Musk parvient tout de même à se faire des alliés en Europe, notamment Giorgia Meloni. Le week-end dernier, la chef du gouvernement italien a rendu visite à Donald Trump. Ah ouais ? Alors, Emmanuel Botta, est-ce que l'Europe a peur ? Est-ce que l'Europe a raison d'avoir peur ? Et est-ce que ça fait partie du projet de Elon Musk de nous plonger dans cette peur ? Est-ce que l'Europe a raison d'avoir peur ? Oui, parce que quand l'homme le plus riche du monde murmure à l'oreille du président des États-Unis, donc l'homme le plus puissant du monde, que les deux ont à peu près aucun surmoi et peu de limites, oui, on peut être un peu inquiet. On sait qu'il y a une vraie bataille entre l'Europe et Elon Musk qui date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu les passes d'armes entre Elon Musk et Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, notamment par rapport au règlement DSA et DMA qui globalement vise à réglementer la concurrence sur les plateformes et surtout éviter qu'il y ait des propos haineux. Il y a des enquêtes en ce moment de l'Europe sur X, anciennement Twitter, justement parce qu'ils jugent qu'il n'y a pas assez eu de limitations dans les propos haineux, complotistes, etc. Donc oui, il y a une vraie... je ne sais pas si c'est de la haine, mais en tout cas, il y a une vraie compétition, il y a un vrai combat aujourd'hui qui a été déclenché par Elon Musk qui ne supporte pas, qui voit l'Europe comme une machine à réglementer, ce qui est totalement insupportable pour lui. Et est-ce que tous les dirigeants, à tant soit peu affaiblis, peuvent s'inquiéter en ce moment ? Parce qu'on voit en Norvège, la Norvège a réagi, eh bien, à 9 mois des élections législatives, le Premier ministre, il est en difficulté. D'ailleurs, plusieurs voix à l'intérieur de son parti lui demandent de démissionner. En Allemagne, même histoire, le pouvoir vacille. En France, même histoire, le pouvoir vacille. Il sent la faiblesse et il fait tout pour l'exploiter. Oui, et puis il le sent, et puis il a surtout un outil qui est X, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 600 millions d'abonnés mensuels à peu près. Lui-même, sur son propre compte, a 200 millions d'abonnés qui sont plus que des abonnés, c'est des fans absolus, donc il a une puissance de frappe phénoménale. Il n'y a aucun milliardaire aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez récurrent, ne détient une telle puissance médiatique. Il n'y a aucun quotidien ou magazine qui peut frapper aussi fort et de manière au niveau international. Est-ce que son projet, c'est bel et bien d'imposer l'extrême droite in fine partout où c'est possible de l'imposer ? C'est compliqué de dire ça. Moi, je vois quand même qu'il y a une chose, c'est qu'il y a quand même des intérêts privés. C'est une grille de lecture qu'il faut toujours avoir en tête, qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que fait Elon Musk, même si c'est souvent incompréhensible. Quand il bouscule l'Europe, les différents pays, c'est évidemment pour gagner ce bras de fer dans ces différents combats, notamment parce qu'il refuse que X soit réglementé, il veut une liberté de parole totale. Quand il s'attaque à l'Allemagne, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, il y a une usine Tesla qui emploie 12 000 salariés et sur lequel il a déjà eu maille à partir à la fois avec le gouvernement régional et aussi avec les syndicats, parce qu'évidemment les syndicats c'est quelque chose qu'il aborde absolument. Donc moi je pense qu'il pousse son avantage au maximum. Effectivement, quand il sent de la faiblesse, comme un boxeur qui sent que l'autre fatigue, il y va parce qu'il se dit c'est toujours du terrain de gagner.
Là, effectivement, la différence que je vois, j'aurais pas dit ça il y a quelques semaines, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il passe des caps. Là, effectivement, quand il accuse le Premier ministre britannique d'être complice des réseaux pédocriminels, etc., qui reprend, mais vraiment tel quel, des choses qui ont été dites par des leaders d'extrême droite. Là, on se dit, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, de plus marqué idéologiquement. Et on ne va pas rentrer dans la psyché d'Elon Musk, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu en tout cas un avant et un après le changement de genre d'un de ses enfants, et qu'à ce moment-là, il a vu le wokisme comme le démon absolu, et il voit du wokisme partout. Pour lui, l'Europe, c'est l'empire du wokisme. En fait, si on va essayer de rentrer un peu dans la psyché d'Elon Musk, si vous le voulez bien, parce que j'ai vu ce tweet de Gérard Haro, ancien ambassadeur, qui dit « Ces dernières heures, là, il a complètement disjoncté. » Sous-entendu, 7 fois, il a complètement disjoncté. Vous-même, vous dites, il est en train de passer des caps. Et c'est vrai qu'on voit même au nombre de tweets désormais qu'il est capable de publier sur 24 heures, c'est absolument fou. Mais est-ce que c'est aussi simple qu'il disjoncte ? Ou est-ce que tout ça participe d'un projet quand même particulièrement millimétré d'un homme brillant qui a réussi par le passé, pas que Trump, mais Javier Milei, il l'a poussé bien avant ça et ça a fonctionné. Je ne crois pas qu'il ait disjoncté. Je pense qu'il a passé un cap, peut-être. Alors on va encore rentrer dans la psyché, effectivement. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est entouré de yes men. Enfin, plus personne depuis très très longtemps ne lui dit plus « je pense que tu te trompes » ou « je pense que ce que tu dis est outrancier ». En plus, effectivement, il se retrouve à être le premier conseiller, encore une fois, de l'homme le plus puissant de la planète. Il parle d'égal à égal avec les chefs d'État. Donc à un moment, effectivement, il pousse un peu comme un enfant, qui pousse son avantage en permanence au-delà des intérêts privés. Effectivement, il veut marquer l'histoire à tout point de vue. Enfin, on parlera après certainement de son rêve de colonie martienne, mais il commence déjà à marquer l'histoire sur notre planète, effectivement, en étant un agent d'influence ou de... En fait, avant d'aller sur Mars, moi, je vous propose de rester un peu en France. J'ai envie de vous demander s'il peut faire pareil avec la France. Est-ce qu'après l'Allemagne, après le Royaume-Uni, ça peut être la France, parce qu'encore une fois, il renifle, passez-moi l'expression, mais les démocraties qui sont un peu en difficulté. Bien sûr. Il y a tout, tout est là. Enfin, on observe tout ça depuis des mois, effectivement. Un gouvernement, là, on a un nouveau Premier ministre, mais on ne sait pas trop pour combien de temps il sera là. On a un président qui est affaibli, esseulé. Une extrême droite qui est extrêmement forte, une extrême gauche aussi. Donc oui, tous les ingrédients sont là, en tout cas, pour avoir un État assez faible. Il a aussi une puissance de frappe très forte, toujours avec X en France. Et il a aussi, effectivement, toujours il y a ce levier-là, avec le levier économique. C'est qu'il fait aussi un peu rêver tous les pays en disant peut-être que je vais m'installer chez vous, peut-être que je vais créer une usine Tesla, ça sera des milliers d'emplois. Donc on ne peut pas juste lui dire bon allez, tu nous fatigues avec tes tweets, va voir ailleurs, parce que il nous tient un peu. Il nous tient un peu quand même. Donc, Valérie Nataf. Vous avez raison, il renifle, je reprends votre terme, les démocraties en difficulté, mais il n'est pas le seul à le faire. Il y a un idéologue d'extrême droite russe qui s'appelle Alexandre Douguine, qui s'est fendu d'un post hier sur le réseau social X pour dire que voilà, ce sont les premiers pas. L'AfD doit venir, donc le parti néo-nazi allemand, doit venir urgemment au pouvoir. Voilà, le Royaume-Uni, Starmer, donc le Premier ministre, vers le bas, Nigel Farage, l'ancien pro-Brexit qui a fondé un nouveau parti qui s'appelle Réforme, vers le haut. Mélanie, laissons-la rester. Macron dehors, Le Pen entre. Tout cela a peu d'importance. Il faut y aller. Voilà, time to go. C'est en anglais, parce que je ne parle pas le russe, le terme du... Donc je trouve que tout cela contribue, je ne dis pas que Musk est un agent de la Russie, je n'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, on voit bien que les fragilités démocratiques sont exploitées par tous ceux qui ont intérêt à les exploiter, le pouvoir russe, le pouvoir américain. Donald Trump est plutôt épargné par les dirigeants européens. En revanche, les tirs se concentrent sur Elon Musk, qui a lui-même prêté le flanc, évidemment, à toutes ces attaques en attaquant les dirigeants européens. Je trouve qu'on est à un moment un peu difficile de notre histoire des démocraties occidentales. Et comment on se défend ? Est-ce qu'on est démunis, Grégory Phillips, face à un Elon Musk aujourd'hui ? J'entendais l'autre matin sur une radio la chercheuse Asma Mala dire Trump a le pouvoir, ou aura bientôt le pouvoir, mais Musk a la puissance. Et c'est vrai que cette capacité d'influence à travers X, à travers, je ne sais plus, on comptait 180 tweets en 24 heures. Oui. Donc il y a une profusion de messages, alors certes parfois outranciers, etc., mais il y a une puissance d'occupation du terrain médiatique et maintenant
politique qui est extrêmement forte et quasiment plus forte que celle du président des États-Unis. Et Marlène Schiappa, je vous pose également la question parce que vous connaissez ça par cœur. Est-ce que cette puissance qui peut devenir pouvoir d'Elon Musk via les réseaux, et pas que les réseaux d'ailleurs, on en reparlera, mais est-ce que nous sommes aujourd'hui démunis ? Est-ce que, par exemple, si en France, ils voulaient faire la même chose qu'à l'Allemagne, au Keir Starmer, au Royaume-Uni, comment on pourrait réagir ? Quels moyens avons-nous, à part quelques mots à une tribune ? Mais aujourd'hui, celui qui possède l'algorithme possède le pouvoir par nature. Vous posiez la question très intéressante, Amélie, de savoir si ça pouvait se produire en France. Mais je vous rappelle que juste avant les Gilets jaunes, on voit fleurir sur Facebook à ce moment-là des groupes et des pages qui s'appellent toutes colère avec un chiffre de département. Colère 72, colère 95. Et ce sont ces groupes à la base qui parlent du prix de l'essence, qui se mettent à arborer des gilets jaunes comme icône de leur groupe Facebook, à fédérer sur la colère et ensuite de transformer leur nom de colère département en gilet jaune avec le département et qui petit à petit changent leur rhétorique et partent d'une colère très légitime sur la question de l'inflation, du pouvoir d'achat, etc. et se transforment en une colère y compris violente, anti-système. Mais ce qui se produit aujourd'hui avec le rôle d'Elon Musk futur dans l'administration de Trump ne pourrait pas, je pense, se produire en France parce que nous avons en France des garde-fous bien plus forts. Alors on rouspète parfois contre notamment la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais en France vous ne pourriez pas être à la fois homme d'affaires, posséder un grand réseau social, être ministre, conserver cette influence-là. Il y a des garde-fous institutionnels qui existent contre cela. Oui, mais bon, je ne veux pas être dans le pessimisme permanent, mais au niveau européen, Thierry Breton, par exemple, il se démène depuis un moment pour lutter contre la puissance et même le pouvoir de ces plateformes. Oui, mais ça change quoi ? Ce combat-là, d'ailleurs, il l'avait quasi annoncé sur ce plateau, je me souviens, il y a quelques années. Mais quelques années plus tard, on est en train de parler de la capacité d'ingérence, voire d'insulte, voire de menace d'Elon Musk sur nos démocraties. Amélie, moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais au gouvernement et j'essayais de faire supprimer des menaces de viol à l'endroit de militantes féministes qui existaient sur Twitter. Et Twitter me répondait inlassablement que ça n'enfreint pas leurs conditions d'utilisation. Donc le combat de Thierry Breton, il est évidemment, c'est le combat de la France avant tout qui a été incarné par Thierry Breton pour faire en sorte de dire que la loi française doit être supérieure aux règles d'utilisation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez essayer de faire supprimer des contenus diffamants, des contenus orduriers. L'algorithme, on le disait, a changé. Aujourd'hui, tout utilisateur de X voit les posts d'Elon Musk. Qu'il soit abonné à Elon Musk ou pas, l'algorithme fait qu'il remonte. Et les contenus, non seulement, avant c'était les contenus clivants, etc., qui allaient être promus. Aujourd'hui, c'est pas seulement ça. Ce sont aussi les vidéos, ce sont aussi les contenus complotistes, ce sont aussi les contenus masculinistes, les contenus qui font la promotion du mouvement Tradwife, de retour au foyer des femmes, mouvement très puissant aux États-Unis. Donc c'est ça que l'algorithme décide. Il décide ce que nous voyons et ce qui crée cet imaginaire. Et donc son réseau social lui offre une force de frappe absolument monumentale. Je parlais de bulldozer informationnel, mais on peut trouver plein de synonymes comme ça. Est-ce que son pouvoir de nuisance est supérieur désormais à celui de Donald Trump ? C'est compliqué de répondre à cette question. Mais vous ne dites pas non. Non, mais je me pose la question, effectivement, parce que d'un côté, on a quand même un président qui peut tout d'un coup dire on va vous mettre plus 20% de barrières douanières, etc. Et donc là, ou faire l'IRA, je sais pas, une IRA plus qui ferait qu'il va piller encore plus les industries européennes. Donc j'irai pas si loin quand même. Mais moi, j'ai une vraie inquiétude, effectivement, je rebondis sur vos propos, sur effectivement celui qui a l'algorithme et le pouvoir, oui, parce qu'on voit bien, tout utilisateur de X a bien vu les changements ces derniers mois. Moi, j'y vais plus beaucoup d'ailleurs, parce que je suis inondé, effectivement, de messages délirants, complotistes, masculinistes, etc. Alors que, a priori, c'est pas des choses que je vais voir, mais on sent bien que l'algorithme a été boosté et que donc il y a des gens, il y a eu des études là-dessus, on sait qu'effectivement les réseaux sociaux ont tendance effectivement à enfermer les gens dans leur bulle, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Si on pense que la Terre est plate, on n'aura que des messages qui disent effectivement la Terre est plate. Donc moi, je suis effectivement plus inquiet presque pour ça. Mais je vais reformuler la question. Est-ce que c'est son objectif quelque part d'être plus fort qu'un homme d'État ? Ça oui, moi je pense qu'en termes d'ego, effectivement, il le dit à demi-mot. Il veut, ça l'intéresse pas juste d'être l'homme le plus riche du monde. Lui, ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire, mais marquer l'histoire de manière définitive. Donc effectivement, j'en parlais tout à l'heure, notamment par la conquête martienne, mais pas que. Il a envie de marquer d'une empreinte absolue
Alors jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais oui, il veut aller... On va se poser la question. Et dans un instant, on va prendre aussi la direction des États-Unis, parce que tout ça peut justement finir par agacer Donald Trump, pourquoi pas. Mais d'abord, vous vouliez réagir. Non, juste là-dessus, effectivement, dans son projet, il a un projet à beaucoup plus long terme qu'un président américain. Trump va repasser 4 années à la Maison-Blanche, donc 2 mandats de 4 ans. Ce que Musk, lui, veut, c'est le transhumanisme, la conquête martienne. Enfin, il a un projet pour l'humanité. Et c'est en cela que sa mégalomanie fait qu'il peut s'imaginer plus important ou plus puissant, par exemple, qu'un président américain. Et donc, il prend beaucoup de place, vous l'aurez noté, vous l'aurez compris. On retrouve Axel Monnier depuis Washington, notre correspondant aux États-Unis avec Gilles Parot. Son omniprésence sur les réseaux, et peut-être même aussi à Mar-a-Lago, est-ce que ça finit par poser question, interroger, poser problème même au camp de Donald Trump? Je crois qu'on aura la réponse un tout petit peu plus tard, donc on va me dire quand ça va s'arranger. Grégory Philippe, du coup, je vous soumets la question à vous, puisque vous avez été longtemps correspondant aux États-Unis, Valérie également. Est-ce que vous pensez que le point faible d'Elon Musk, c'est que ça peut finir par exploser avec Donald Trump, parce que les ambitions de l'un vont finir par dépasser celles de l'autre? Oui, alors là non plus, je ne veux pas vous faire de la psychologie et essayer d'entrer dans le cerveau de Trump, mais il est clair qu'il aime occuper tout l'espace, qu'il aime prendre la lumière, que les 4 premières années qu'il a passées dans le bureau ovale ont été rythmées par un nombre à peu près équivalent de tweets. Et là, il trouve quelqu'un qui est encore plus fort que lui dans ce domaine-là, d'occupation de l'espace médiatique et politique. Après, il faudra voir si sur le fond, il y a des désaccords entre les deux hommes. Musk a donc ce projet de réforme de l'État américain, de suppression des dépenses fédérales, etc. Trump, lui, il est quand même président des États-Unis. Il va falloir qu'il gère aussi la situation économique du pays. Il va falloir quand même que le pays continue à fonctionner, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si sur le fond, sur la politique, à un moment donné, il y a un désaccord ou pas entre les deux hommes. Eh bien, cette fois, la réponse d'Axel Monnier depuis les États-Unis est prête. Regardez. Oui, son omniprésence à Mar-a-Lago, le fait qu'il suive Donald Trump comme son ombre, Elon Musk agace de plus en plus dans les cercles trumpistes, notamment ceux qui suivent le président américain depuis ses débuts en politique il y a 10 ans. Ils estiment que c'est un nouveau rallié, que ce n'est pas un élu, qu'il n'est même pas membre officiellement de l'administration et qu'il y a des questions autour de lui de conflits d'intérêts avec Tesla et surtout SpaceX. Mais ce qui cristallise les tensions depuis quelques semaines, c'est surtout son ingérence politique de plus en plus forte. Il participe à des réunions de très haut niveau avec Donald Trump, il rencontre même avec lui les chefs d'État étrangers. Et il y a 2 exemples récemment qui ont particulièrement tendu les républicains. D'abord, la façon dont il a flingué une loi sur le budget en plein shutdown avec un intense lobbying auprès du Congrès. Et puis surtout, cette loi qu'il voudrait défendre pour faciliter l'immigration des personnels très qualifiés venus de l'étranger. Ça lui a valu d'avoir maille à partir avec l'extrême droite, la plus radicale du parti républicain. Bref, celui qu'on appelle le coprésident, le président fantôme, veut, semble-t-il, un retour sur investissement. Lui qui a payé 277 millions de dollars pour la campagne de Donald Trump et de plusieurs candidats républicains. Mais Donald Trump, on le sait, ne se sent jamais redevable envers qui que ce soit. Et la question qui se pose actuellement aujourd'hui ici à Washington, c'est combien de temps cet attelage peut-il durer ? Vous voyez, parfaitement résumé par Axel Monnier. Mais j'insiste sur le point qu'il soulève vers la fin de son papier. Est-ce que Donald Trump est tenu par Elon Musk ? Est-ce qu'Elon Musk tient Donald Trump entre ses mains ? Moi, je crois plus effectivement une communauté d'intérêts. Les deux sont bien retrouvés. Enfin, d'ailleurs, ils se connaissaient, parce qu'il faut se rappeler que pendant le premier mandat, Elon Musk avait été un des nombreux conseillers économiques qu'il avait fini par claquer la porte, d'ailleurs, parce que quand Donald Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris. Moi, je crois assez effectivement une convergence d'intérêts. Un qui voulait revenir à la Maison-Blanche et qui revenait un peu de nulle part. Elon Musk, effectivement, qui voit tout ce qu'il peut en gagner, parce qu'il faut se rappeler que la plupart de ces entreprises dépendent soit des commandes de l'État américain, comme SpaceX notamment, ou sont sous le coup d'enquête des différentes autorités de régulation. Je pense notamment à Neuralink, son entreprise qui veut faire des implants cérébraux. X, il peut se dire sur lesquels il a perdu énormément d'annonceurs. On peut tout à fait imaginer que les annonceurs vont revenir en se disant il vaut peut-être mieux être plutôt bien avec l'homme qui murmure à l'oreille du président. Donc il y a des intérêts très bien comptés des deux côtés. Oui, Valérie Nataf.
Moi, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre l'un avec l'autre, mais ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, parce qu'ils se nourrissent chacun des forces de l'autre. Pour Donald Trump, avoir un Elon Musk qui commencerait à critiquer sa politique, son administration, sa manière de faire, ce serait extrêmement dommageable, vu la capacité, le pouvoir de nuisance que détient Elon Musk. Et pour Elon Musk, s'éloigner trop de Donald Trump, ce serait aussi dommageable pour son business. J'ai bien compris que ce n'était pas ce qui avait de plus important, mais enfin, c'est quand même une part importante de son pouvoir. Et donc, on se demande ensemble ce matin à quel point Donald Trump nous tient, Elon Musk nous tient, et notamment par la question des satellites. La question des satellites, si importante, il a pris une telle ampleur pendant la guerre Ukraine-Russie en permettant les communications, avec ce pouvoir de dire j'éteins ou j'allume, je résume de manière très rapide bien évidemment. Est-ce qu'il nous tient également grâce à ça ? C'est une évidence que l'avance technologique qu'il a pris, donc pour faire court, c'est effectivement des satellites qui sont, c'est ce qu'on appelle les constellations de satellites, qui sont en orbite basse et qui permettent du coup d'irriguer Internet absolument partout, même dans les territoires les plus reculés. On l'a vu en Ukraine quand les Russes ont démoli tous les moyens de communication. On le voit là à Mayotte, on voit que l'Italie est en train aussi de passer un accord avec. Donc oui, techniquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas et qui peut faire un objet de chantage. Alors après, il faut rappeler aussi que l'Europe vient de décider d'investir plusieurs milliards justement pour avoir sa propre constellation de satellites, justement pour sortir de cette dépendance. Mais vous dites objet de chantage. C'est un objet de chantage. Il nous fait du chantage, Elon Musk. C'est en tout cas, voilà, il a cette arme qui est une arme indispensable, notamment sur le terrain de guerre, quand les moyens de communication classiques ont disparu. Donc oui, il y a Mayotte. Oui, parce qu'il faut le préciser, la France a recours à des terminaux Starlink à Mayotte. C'est le service d'accès à Internet par satellite. Alors il le donne gratuitement au début. Oui. C'est ce qu'il avait fait en Ukraine au début. Et ensuite, il l'a fait payer. Pas directement par l'Ukraine, mais il l'a fait payer par le gouvernement américain. Rien n'est gratuit avec Elon Musk. Pardon. Rien n'est gratuit avec Elon Musk, jamais. Ouais. C'est pour ça aussi, je crois, qu'il fascine, comme Donald Trump d'ailleurs fascine aussi, parce que là, on a une analyse très critique de leur rôle politique et de leur rôle international, mais ce sont aussi deux extraordinaires communicants, chacun dans son genre, deux extraordinaires businessmen. On revient pas sur toutes les business montés par Trump, mais là où Elon Musk est très fort, de façon objective, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que toute sa lexicologie est rentrée vers le futur. Ce qu'il dit, c'est unique. Et d'ailleurs, on le voit avec les prénoms qu'il a donnés avec ses enfants, avec son lifestyle. Tout ce qu'il fait est unique et ne peut être fait que par lui. Quand on entend une citation, quand on entend une invention, on peut dire, même sans le savoir, si ça vient d'Elon Musk ou pas. Et il y a des sujets sur lesquels il a ce qu'on appelle une propriété de pensée. C'est-à-dire sur la vie sur Mars, etc. C'est lui qui a préempté ces sujets-là et qui est aussi aujourd'hui le leader de pensée dans le débat public sur un certain nombre de sujets liés à l'innovation, à l'avenir, à l'évolution de l'intelligence artificielle, aux satellites. Finalement, Elon Musk, il vit déjà dans l'avenir et c'est pour ça qu'il fascine aussi. Oui, sur la question des satellites, est-ce que ce n'est que le début de ses capacités d'interventionnisme ? Je précise, l'un des atouts de Starlink, c'est de pouvoir arroser très rapidement, si je devais résumer, des zones en accès très limité, en grande difficulté. Donc, typiquement une ligne de front en Ukraine. Exactement, ou encore Mayotte récemment. Et ça, il peut le multiplier, peut-être pas à l'infini, mais encore et encore. Ça lui garantit en quelque sorte de pouvoir atteindre, quand on parle souvent de l'Afrique et de l'ingérence de plusieurs pays en Afrique, ça, il peut se le permettre aujourd'hui. Là, ça a des répercussions... pas seulement politique, mais géopolitique. Oui. Enfin, vous voyez bien que selon que, comme vous le disiez tout à l'heure, il appuie ou il allume ou il éteint ses batteries de satellites au-dessus d'un territoire, ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes et même des conséquences militaires avec une défaite ou une victoire pour l'un ou l'autre camp. Donc, influence économique, évidemment, influence politique, évidemment, puissance géopolitique aussi à travers Starlink et à travers les conversations qu'il a déjà avec des dirigeants étrangers. Enfin, souvenez-vous, à la fin de l'année dernière, coup de fil Trump-Zelensky, Trump passe le téléphone à qui ? À Elon Musk. Elon Musk, et d'ailleurs, petite question bonus, que sait-on des relations entre Elon Musk et Vladimir Poutine ? Il y a eu une enquête du Wall Street Journal qui expliquait, mais ça n'a jamais été forcément profondément étayé, prouvé, mais qu'effectivement, il y aurait eu des échanges assez réguliers entre les deux hommes. Bon, ça, on sera jamais dans le secret des dieux, mais ce qui est certain, c'est qu'Elon Musk a un profond respect pour les, j'allais pas dire pour les dictateurs, mais en tout cas pour les hommes puissants et pour ce type d'hommes effectivement un peu absolutistes, même s'ils sont pas forcément, je pense, sur les mêmes schémas de pensée.
Et donc, in fine, jusqu'où va-t-il, peut-il et veut-il étendre son influence ? Là, c'est pas lui. Ce qui est certain, c'est que c'est pas lui qui va s'arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra que quelqu'un, un jour, peut-être l'Europe, effectivement, notamment, on a quand même un certain nombre d'outils. Le DSA et DMA permettent, par exemple, s'il va trop loin, de stopper. DSA, DMA, pardon. Oui, pardon, c'est le Digital Services Act et Digital Market Act, donc qui ont été votés il y a quelques mois par l'Europe, qui permettent de réguler les plateformes et notamment de mettre des amendes se chiffrant en centaines de millions, mais aussi de dire si à un moment ils respectent pas ça, tout simplement de dire on stoppe X sur toute l'Europe. Donc on a quand même des armes de rétorsion. Et sur un plan politique, avant les fêtes, une partie de la droite américaine le voyait speaker de la Chambre des représentants. Je ne suis pas sûr qu'il y aille, il a quand même d'autres activités et je ne suis pas sûr qu'il aille s'ennuyer au Congrès américain au quotidien. En revanche, il ne pourra pas devenir, on l'a déjà dit ici, président des États-Unis puisqu'il n'est pas né sur le territoire américain. Oui, Valérie. Vous disiez la limite, il y a une expression en anglais qui est « sky's the limit ». Eh bien, je crois que pour Elon Musk, c'est exactement ça. La limite, pour lui, c'est le ciel. Oui. Et Marlène Schiappa, en conclusion ? En conclusion, je dirais qu'on doit être extrêmement attentif à ce qui va se passer parce que peut-être, paradoxalement, qu'on a intérêt à ce que l'entente entre Trump et Musk perdure pour le bien international. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être venu avec nous, Emmanuel Botta, co-auteur du livre Elon Musk, l'enquête inédite. Et vous êtes également rédacteur en chef du magazine Capital. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, c'est l'heure de la question du jour. C'est l'heure de LCI qui vous répond. Notre question aujourd'hui, 10 ans après Charlie Hebdo, quelle menace terroriste en France ? Le QR code, il s'est affiché. Vous le scannez, vous le flashez, vous posez vos questions et nous y répondons. À tout de suite.